Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amadricus, le cire et le vent, épisode 1. Hiver 1058. Mon Dieu, que cet hiver est froid, pensait la jeune femme en s'approchant du foyer de pierre qui chauffait l'unique petite pièce de la maison. Un peu plus haut, juste sous le toit, un terrible combat opposait l'air chaud montant du feu à l'air de la nuit, glacial, pénétrant la maison comme une horde de barbares par le trou pratiqué dans un des murs et qui faisait office de cheminée. Les quelques flocons blancs et très épais qui accompagnaient parfois le terrible envahisseur témoignaient de la tempête de neige qui soufflait avec rage à l'extérieur. Elle pensait à Pierre, son mari, qui devait affronter les éléments. En effet, tous les hommes s'étaient retrouvés 1 heure plus tôt lorsque la neige et le vent s'étaient fait plus violents afin de s'entraider pour calfeutrer les quelques habitations qui composaient ce petit village perdu dans les épaisses forêts des Iorannis Saltibus. Elle eut un sourire. On les entendait s'appeler dehors, frapper sur des planches ou pousser des jurons quand les attaques du froid se faisaient par trop pressantes. Elle les imaginait après chaque gros mot se signant prestement pour se faire pardonner par Dieu. Le travail promettait de ne plus être long. Il serait bientôt de retour, la prendrait dans ses bras et elle oublierait l'hiver. C'est à ce moment qu'il y eut le premier cri. Oh, rien à voir avec ceux qu'elle avait entendus jusque-là. Ce n'était pas un juron, c'était un cri de guerre. Au bœuf! Elle eut un frisson. Elle ne connaissait que trop ce signe ralliement. Puis ce furent des bruits de cavalcade, d'épées, des hurlements, tout à la traîne. En pareille circonstance, les consignes de son mari étaient limpides. « Tu ne bouges pas, tu te caches dans la maison, et surtout, tu ne bouges pas. » Oui, mais là, lui était dehors, et elle ne put réfréner la pulsion qui lui disait d'aller voir. Affolée et terrorisée par ce qu'elle allait découvrir, elle se précipita sur la porte. L'obscurité était troublée par les torches d'une trentaine d'hommes en armes qui se jetaient en courant sur les villageois. L'attitude de ces derniers variait selon leur personnalité. Certains se montraient dociles et se laissaient emmener par leurs agresseurs. D'autres tentaient de s'enfuir, mais leur course, ralentie par la neige, ne les menait jamais bien loin. Enfin, les derniers faisaient volte-face, prêts à affronter à main nue leurs poursuivants. Les épées sifflaient alors comme pour prévenir d'une terrible menace, et la jeune femme, malgré la rapidité de la scène, eut le temps de voir une lame s'interposer entre le cou et la tête d'un homme qu'elle ne put identifier. Le crâne gicla, laissant jaillir un flot de sang presque noir qui dessina une étrange rune sur la neige. Le reste du corps s'affaissa lentement, d'abord sur des genoux, puis sur le côté. Le meurtrier avait déjà pris en chasse une autre victime. La jeune femme se souvint alors des paroles de son homme. « Tu ne bouges pas, tu te caches dans la maison et surtout, tu ne bouges pas. » La peur fut enfin la plus forte. Elle glissa derrière la bâtisse au moment précis où les cris redoublaient. Ce côté-ci était plus calme. Elle avisait un peu plus loin l'oreille de la forêt et sans y réfléchir s'y précipita. Une branche lui barra le chemin lorsqu'elle entrait sous les premiers arbres. Son pied l'accrocha et elle tomba la face dans la neige. Quelque chose d'humide caressa sa nuque et la fit sursauter. Elle s'assit maladroitement et se trouva face à face avec un loup. Elle crut sa dernière heure arrivée, mais l'animal ne bougea pas.
Il s'assit aussi, et elle comprit que c'était le loup. Un bruit métallique lui fit tourner la tête. Derrière elle se tenait, immobile, l'ombre noire d'un chevalier. Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. Elle ne put retenir ses pleurs, et ce fut le seul bruit qui troubla l'étrange silence qui venait de naître. L'homme était grand, et la hauteur de sa monture ne faisait que renforcer l'impression d'être en présence d'un géant. Son visage était totalement invisible, recouvert d'un aume en métal qui n'avait pour toute ouverture que 2 fentes au niveau des yeux. Sur sa poitrine était dessiné un blason, mais elle ne le regarda même pas. Elle savait parfaitement ce qu'il représentait. Il l'observa sans mot dire. Le cheval poussa un petit hennissement en secouant la tête. Le chevalier tira les rênes de l'animal et prit la direction du village. Le loup se leva, la frôla et suivit le cavalier sans se retourner. Sur la place autour de laquelle étaient construites les quelques maisons du village, l'agitation était retombée. Les assaillants avaient rassemblé toutes leurs victimes encore vivantes et les entouraient en les éclairant avec une torche. Les prisonniers semblaient résignés, comprenant parfaitement que toute tentative de fuite était vaine. Le chevalier s'approcha du groupe, toujours suivi par le loup. On s'écarta pour le laisser passer. Il avança au milieu des captifs, semblant les observer comme un vendeur de bestiaux observe sa marchandise. Le loup était resté à l'extérieur du cercle. Personne ne semblait lui accorder d'intérêt. Après 5 courtes minutes, le chevalier s'approcha d'un des assaillants. C'était un grand barbu, aux cheveux clairs, et à qui il manquait une partie du nez, sans doute arrachée d'un coup d'épée. « Parfait, Elric. Nous partons. Ceux-là feront l'affaire. » « Bien, » répondit le défiguré avec une courbette de déférence qui ne laissait planer aucun doute sur l'importance du personnage qui venait de donner l'ordre. « La nuit est froide, la route est longue, et je tiens à regagner le château avant le petit jour. » Toute la troupe se mit en marche. C'est à ce moment que la jeune femme sortit de la forêt en hurlant et en courant vers le groupe. Elric la regarda s'approcher. Il porta la main à son épée, mais le chevalier lui fit un signe de n'en rien faire. La jeune femme tomba à genoux devant le cheval en implorant. « Ne l'emmenez pas, je vous en supplie, ne l'emmenez pas. » Le chevalier mit pied à terre et se pencha sur la malheureuse. Il était très grand, massif et d'une puissance impressionnante. Pourtant, c'est avec une délicatesse incroyable qu'il aida la jeune femme à se relever. « Sire, je vous en supplie, » insista-t-elle en pleurant. « Je vous en supplie, rendez-moi mon Pierre. »« Ton époux et toi m'appartenez, » répondit le chevalier sur un ton très doux. « J'ai besoin des forces de tous, mais s'il survit, il reviendra. » « Je vais être mère. Je ne pourrai rien faire s'il n'est pas là. »« J'en suis navré. » Il remonta sur son cheval, laissant la jeune femme s'écrouler de nouveau et repartir dans les sanglots. « On y va !» lança-t-il. Debout parmi les prisonniers, Pierre regardait sa femme. Il n'était pas intervenu. Il n'aurait rien pu faire, seulement risquait-il d'énerver le sire et d'aggraver une situation déjà catastrophique. Quand le groupe se fut enfoncé dans les bois, l'obscurité revint sur le village. La neige maculait de blanc les cheveux de l'épouse de Pierre, lui donnant l'apparence d'une vieille dame. Des bruits se firent entendre. D'autres femmes sortaient des maisons où elles étaient restées cachées. Plusieurs vinrent à la malheureuse. Presque toutes avaient perdu leur mari pendant cet assaut, et malgré les promesses, elles savaient que peu reviendraient. C'était le lot des cerfs. Elles restèrent un grand moment sur la place du village à se lamenter. Un homme sortit des bois. Il était grand, portait une longue robe et un capuchon qui lui cachait le visage. Ce n'était pas un moine, les femmes le connaissaient. C'était un ermite qui était venu s'installer là quelques années plus tôt, à la même époque où le sire Rouleau avait hérité du château de son père. Il se rendait utile dans tous les villages des alentours car il possédait des dons de médecine.
Mais tous étaient un peu méfiants, car il ne portait pas un nom chrétien et voulait qu'on le nommât l'auteur. Il s'approcha de la jeune femme, lui posa la main sur son ventre. Elle sentit une chaleur bienveillante l'envahir. « Que s'est-il passé » demanda l'auteur. On lui conta, il soupira, puis fit un sourire réconfortant à la jeune femme. « Aidez-moi à la porter, dit-il, en s'adressant aux autres. Son enfant va naître. » Il y avait 2 heures maintenant qu'ils avançaient difficilement, enveloppés par l'obscurité angoissante de cette nuit glaciale. La neige ne tombait plus. Entre 2 nuages, la lune montrait un œil. Pierre avait bien pensé essayer de fuir, mais les geôliers qui les escortaient étaient très vigilants. Le chevalier se trouvait en arrière, semblant superviser l'ensemble. Au détour d'un virage, apparut au loin, à peine éclairé par 2 rayons de lune, l'ombre inquiétante d'un château. Il était sur l'un des 2 versants d'une écluse. Il défiait la nuit avec arrogance et soufflait la peur sur toute la région avoisinante. Miro Altum était une place imprenable, un endroit protégé par Dieu ou par le diable. Plus d'1 heure de marche fut encore nécessaire avant qu'ils n'atteignent les premiers remparts, faits de bois et de terre. La construction était encore sommaire, mais on commençait à ériger des murs et des bâtiments de pierre. Un donjon s'élevait déjà au bord de la falaise. Son entrée, située à 3 ou 4 mètres du sol, n'était accessible que par une échelle. À l'extrémité nord-ouest du plateau, sur un rocher que les gens du coin appelaient le rocher du diable, se dressait un bâtiment de pierre circulaire au toit de bois. Il ne possédait aucune ouverture, si ce n'est une petite porte. C'est par là que les nouveaux arrivants furent dirigés. L'intérieur du bâtiment était impressionnant, immense et totalement vide, juste éclairé par quelques torches qui ne donnaient que trop peu de lumière. On avait jeté sur le sol de quoi creuser. Elric entra, regarda les prisonniers avec dédain. Ils étaient regroupés au milieu de la pièce, encadrés d'une 20aine de gardes, frigorifiés et terrorisés. « Bien, dit Elric. Vous êtes ici pour servir votre sire, et votre sire a un projet ambitieux. Vous ne devrez pas poser de questions, vous ne devrez pas contester un ordre, vous n'êtes pas des hommes libres, vous ne l'avez jamais été. À partir d'aujourd'hui, vous vivrez ici, vous y mangerez, vous y dormirez, vous y ferez vos besoins, et surtout vous y travaillerez. » Il s'approcha du centre de la pièce, laissa un silence pour que tous comprennent bien ce qu'il voulait dire. Les 2 mains posées sur sa ceinture, près du pommeau de son épée, il avisa parmi l'assistance celui qui lui semblait le plus faible. Il s'en approcha en continuant son discours. « Vous êtes les premiers, mais d'autres vous rejoindront bientôt. Si vous êtes disciplinés, si vous travaillez dur, lorsque tout sera fini, ceux qui seront encore vivants pourront s'en retourner. » Il se tenait maintenant juste à côté de celui qu'il avait repéré. « Sinon, si jamais vous vouliez discuter, contester ou vous enfuir, alors... » Il tira son épée, d'un geste rapide décrivit un mouvement circulaire, et le pauvre juste à sa droite perdit la vie en même temps que la tête. « Voilà ce qui vous arrivera. » Il eut des cris d'horreur, puis un silence de mort. « Bien, reprit Elric, vous n'avez plus qu'à commencer à creuser. » Elric s'en retourna et quitta la pièce. « Au travail !» cria l'un des gardes. Pierre ne dit rien. Comme les autres, il prit des outils posés sur le sol, et suivant les instructions d'un soldat qui semblait être le chef des travaux, il commença à creuser. Son labeur dura 3 ans. Il vit plus d'un de ses compagnons mourir. Le trou n'était jamais assez profond, et il n'avançait jamais assez vite. Quand il put rentrer chez lui, enfin, son fils était déjà un petit garçon et plus le bébé qu'il aurait aimé connaître. Sa femme, qui pourtant était encore jeune, semblait avoir vieilli de 15 ans. Il ne le vit pas. Après tant de temps passé dans l'obscurité, il était devenu aveugle.
À suivre.